podcast. Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion-télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, La demoiselle aux yeux verts, 3e et dernier épisode. Bonsoir mes chers amis. Je vous ai raconté comment en 1912 mon ami Arsène Lupin avait été amené à protéger une ravissante jeune fille aux yeux verts, Aurélie d'Asteux, contre différentes personnes décidées à lui arracher le secret d'un trésor caché dont elle doit hériter un jour. Un de ses plus farouches ennemis est le policier véreux Marescal, qu'elle a refusé d'épouser et qui la poursuit de sa haine. Une nuit, dans le rapide de Paris 20 000, Aurélie est mêlée à 3 assassinats et Arsène Lupin, qui se fait appeler Raoul de Limésie, s'acharne à accumuler les preuves de son innocence. Aurélie va se cacher près d'un lac de montagne, dont le couvent des Hautes-Pyrénées où elle a fait ses études. Là, elle est relancée par Bréjac, son beau-père, et aussi par Marescal. Pour échapper aux policiers, Aurélie se laisse emmener par Raoul, alias Lupin, sur une barque. Mais le courant du lac les entraîne, et tous deux disparaissent dans un gouffre. Une demi-heure plus tard, Aurélie rentre saine et sauve au couvent. Que s'est-il passé? Voici ce que m'a répondu Arsène Lupin. Eh bien, il s'est passé que je connaissais bien l'endroit pour l'avoir étudié. Oui, des gens du pays m'avaient dit qu'une barque tombant dans ce gouffre s'engageait dans un tunnel taillé en plein terrain calcaire et allait atterrir sur une petite plage de sable fin 200 mètres plus bas. D'ailleurs, le dimanche, des douzaines de gosses en costume de bain se laissaient ainsi emporter par le courant. Mais ce qui fait que lorsque les hommes de Marescal ont commencé à tirer sur vous, vous avez abandonné les rames. Oui, et le courant nous a menés tout droit vers le gouffre, puis sous le tunnel, puis sur la plage. Alors, c'est de là qu'Aurélie a regagné le couvent. Est-elle rentrée à Paris avec Bréjac? Oui, rappelez-vous, je le lui avais conseillé. Comme convenu, Victoire l'a attendue en automobile devant l'hôtel particulier du beau-père. Mais elle n'est pas venue. Il l'a séquestrée? Non, elle avait dû se coucher, atteinte d'une forte fièvre. Dès l'aurore, je me suis mis en faction non loin de l'hôtel Bréjac, et voilà que je remarque une espèce de faux chiffonnier en train de chercher Dieu sait quoi dans la poubelle. C'était l'assassin Jodot qui avait enlevé Aurélie à Nice dans le jardin Faradoni. Qu'est-ce qu'il cherchait? Impossible de le savoir. Quant à moi, j'achetais les petits services de la garde malade qui passait ses journées au chevet d'Aurélie. Et à plusieurs reprises, elle me fit entrer dans la chambre. Je prenais la main de la malade qui me souriait. Elle était rassurée, voyant que j'étais toujours là pour veiller sur elle. Et un soir, caché derrière une tenture, je vis entrer Bréjac. Je suis heureux d'apprendre, ma chérie, que tu n'as plus de fièvre. Laissez-moi, allez-vous-en. Comme tu me détestes. Et avec quelle joie tu me ferais du mal. Je ne veux plus vous voir. Oui, je sais, j'ai eu tort. Bien longtemps, je n'ai été attiré vers toi que par ce secret que tu me cachais sans raison. Mais si tu n'étais pas obstiné dans un silence absurde, je n'aurais pas songé à d'autres choses qui sont un supplice pour moi. Car tu l'as deviné, n'est-ce pas? Je t'aime. Je t'aime comme un fou. Comme un pauvre homme qui vit sans l'espoir d'être jamais payé de retour. Oh, allez-vous-en. Avant que je m'en aille, réponds-moi. Durant ton délire, tu as souvent parlé de révélations que tu voulais me faire. Était-ce à propos de ce secret? Mais laissez-moi, allez-vous-en. Bréjac était amoureux de sa belle-fille? Eh oui, que voulez-vous, tout le monde l'aimait, cette petite. Guillaume, Marescal, Bréjac... Vous? Oui, moi surtout. Je continuais à surveiller l'hôtel. 3 matins de suite, Jodot revint fouiller la poubelle de Bréjac, qui, le dernier jour, l'aperçut. Visiblement intrigué par le personnage, il se mit à le prendre en filature. Je les suivis tous les deux et Jodot nous emmena jusqu'au bout du boulevard Binot, sur les bords de la Seine. Il y avait là quelques pavillons au milieu de terrains vagues.
Jodot s'assit contre le mur d'un des pavillons, après avoir déposé avec précaution le gros sac de toile qu'il portait sur l'épaule. Il resta là pendant 2 heures, surveillé à distance par Bréjac, qui s'était attablé sous la charmille d'un caboulot voisin. Quand Jodot partit, son sac sur l'épaule, Bréjac s'éloigna également. Alors j'allais interroger le patron du caboulot. Vous désirez, monsieur? Un petit renseignement, monsieur. On m'avait dit que ce pavillon là-bas était à vendre, mais j'ai sonné, il n'y a personne. Mais je ne sais pas s'il est à vendre, mais si personne ne vous a répondu, c'est pas étonnant. Les 2 frères qui l'habitaient ont été assassinés dans le rapide Paris-Vintimille. Oh, par exemple. Ah, mais oui, mais j'ai lu ça dans le journal. C'est pas les 2 frères Loubeau? Oui, c'est ça. Ah. Leur pavillon leur servait aussi d'entrepôt pour le commerce d'un vin de champagne. Mais d'ailleurs, il y a encore une vieille plaque. Loubeau frère et Jodot. Ah bon, ils avaient un associé? Oui, mais ils sont séparés. Jodot les a quittés depuis plus d'1 an. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais alors, ce sont ces 2 anciens associés que Jodot a assassinés dans le train? Oui. Et le lendemain, il se passa exactement la même chose. Seulement moi, quand j'ai vu que Jodot reprenait la direction du pavillon, j'ai sauté dans un taxi pour les devancer. Et bien que les scellés aient été mis sur la porte, je suis entré dans la maison en crochetant la serrure. Eh bien, comme la veille, Bréjac surveilla Jodot qui était assis près d'un soupirail donnant sur la cave du pavillon, son sac toujours posé à côté de lui. Et moi, je l'observais de l'intérieur, derrière des persiennes au rez-de-chaussée. J'avais entrouvert la fenêtre, et je l'entendais parler tout seul, comme un vieux fou. Toujours rien? Eh bien, moi, je te dis qu'elle est là. J'en suis sûr. C'est plusieurs fois que je l'ai tenue dans ma main, cette sacrée bouteille. Après le côté droit de la cave. Tu as bien fait le côté gauche. Alors t'aurais dû la trouver. Bon. Ben, il reste plus que le terrain vague derrière la maison. Une bouteille en plein air au milieu d'un tas de saletés. Ah, ils ont peut-être pensé que ce serait une bonne cachette. Bon ben, va vite voir. Je t'attends. Je m'approchai doucement d'une des fenêtres qui, du côté opposé, donnait sur le terrain vague, et je vis sortir d'un soupirail de la cave un petit garçon de 7 ou 8 ans, chétif, d'une minceur incroyable qui lui permettait de se faufiler entre les barreaux. Jodot ne s'était pas trompé. Après avoir fouillé dans des plâtras et remué des détritus, il trouva enfin ce qu'il cherchait, une bouteille à Bordeaux portant une étiquette manuscrite. L'enfant pénétra de nouveau dans la cave. Alors je dégringolai l'escalier pour lui arracher la mystérieuse bouteille, mais la porte du sous-sol était fermée à clé. Je retournai à mon premier observatoire et je vis l'enfant ressortir par le soupirail contre lequel était assis Jodot. Tu l'as? Formidable. Avec ça, l'ami Bréjac ne pourra pas m'embêter. Allez, vite. Et vite, vite. Glisse-toi au fond du sac. L'enfant obéit, et Jodot, s'étant relevé, jeta le sac sur son épaule, contemplant avec joie la bouteille enfin retrouvée. Alors, en 30 secondes, se produisirent 2 tours de passe-passe dont, encore aujourd'hui, je ne reviens pas moi-même. Soudain, se précipite sur Jodot un pêcheur à la ligne, qui lui arrache la bouteille et passe pour s'enfuir devant la porte de la maison. Moi, à ce moment-là, je sors. J'ai vu son geste, j'allonge le pied, il bute dedans et s'étale à plat ventre, lâchant la bouteille. En un éclair, je me baisse, j'attrape la bouteille et je fiche le camp, courant comme un dératé, pendant que le pêcheur ahuri s'écrie « L'homme du train! L'homme du train !» Il vous connaissait? Qui était-ce? Je vous le donne en 1000. Marescal. Marescal? Oui, Déguisé en pêcheur à la ligne? oui. Mais il avait donc pris Jodot en filature, il voulait savoir ce qu'il y avait de si mystérieux dans cette bouteille. Et moi qui le croyais mort, c'était moi qui la lui fauchais. Oh, il était pétrifié. Mettez-vous à sa place. Alors je rentrais chez moi, c'est-à-dire dans le petit appartement que j'avais loué en face de chez Bréjac pour mieux surveiller ce qui se passait dans l'hôtel. Et j'examinais la bouteille. C'était une banale bouteille à Bordeaux en verre foncé. Sur une grande étiquette manuscrite était écrit « Eau de jouvence ». Et en dessous, une formule chimique indiquant en milligrammes la teneur de cette eau en bicarbonate de potasse, de chaux, de soude, etc. Mais à l'intérieur, il n'y avait aucun liquide. Seulement une très mince feuille de papier roulé, sur laquelle je lus, écrit à la main, ces mots « J'avoue être le seul responsable du crime. Ancivelle, Jodot et Loubeau sont innocents. Signé Bréjac. » L'encre était blanchie par les années. Vous savez, ce document avait dû être rédigé depuis fort longtemps. De quel crime s'agissait-il? Eh bien, j'en conclus que 2 aventures se superposaient. En fait, il y avait eu 2 drames. Celui du rapide, avec comme personnages les frères Loubeau, Guillaume, Jodot et Aurélie, et un premier drame, plus ancien, qui opposait Jodot à Bréjac. Quant à Marescal,
Il ne devait pas savoir que j'étais encore vivant. S'il avait essayé d'interroger Aurélie à mon sujet, elle avait certainement refusé de parler. Il a dû mobiliser tous ses inspecteurs pour retrouver votre trace. Figurez-vous qu'une quinzaine de jours plus tard, vers midi, ma vieille nourrice, Victoire, remontant avec son filet à provisions, se heurta dans l'escalier de service à 6 hommes qui pénétrèrent de force avec elle dans la cuisine. Votre patron est là? Ne mentez pas, je suis le commissaire Marescal et j'ai un mandat d'arrêt contre lui. Allez, vous, maintenez cette femme et empêchez-la de crier. Oui. Venez avec moi, les autres. Il doit être dans son bureau, au fond du couloir. Vite! Oh, les mains! Oh, mais laissez-moi! Les menottes, vite! Reste tranquille. Oh, oui. Et voilà. Vous êtes Raoul de Limézy, le chef des bandits du Rapide, et comme tel, je vous arrête. Tony. Chef. Vous aussi, Mansart. Oui. Emmenez-le au dépôt. Et ouvrez l'œil. Allons-y. Rendez-vous cet après-midi à 3h en face, chez Bréjac. Ce sera le tour de la demoiselle et l'exécution du beau-père. Allez tous. Non, qu'un de vous reste avec moi. Moi? Bah oui, si vous voulez, Sauvez-nous. Allez, vous autres. Maintenant, mon vieux, il s'agit de trouver cette sacrée bouteille. L'autre jour, comme je la fauchais à Jodot, j'ai eu juste le temps de lire sur l'étiquette « Haute Jouvence ». Après, c'est Limézy qui me l'a fauchée. Nous voici chez lui, à nous de découvrir où il l'a planquée. Ils cherchèrent pendant plus de 2 heures. Enfin, l'inspecteur Sauvinou revint auprès de son chef, tenant à la main la fameuse bouteille qu'il avait fini par dénicher sous le marbre d'une cheminée. Oui, c'est bien elle. Bravo, Sauvinou. Voilà du bon travail. Ah, le papier est bien dedans et Limézy a eu soin de cacheter le goulot avec de la cire rouge. Parfait. Mais vous ne croyez pas... Non, ne touchez à rien. Nous ouvrirons cette bouteille cet après-midi devant Monsieur Bréjac. Ce même jour-là, un peu avant 3 heures de l'après-midi, Bréjac était en tête-à-tête avec Aurélie dans son bureau au rez-de-chaussée de son hôtel. Cette situation ne peut plus durer, ma petite fille. Tu ne te rends donc pas compte que nous sommes entourés d'ennemis? Quels ennemis? Avant tout Marescal que tu as repoussé. Il te déteste et veut se venger. Et puis, au ministère, on fouille mes tiroirs. Oui, aussi bien mes supérieurs que mes inférieurs, tous sont ligués contre moi. Ils sont tous à la solde de Marescal. Ils savent que le gaillard est puissamment soutenu par le ministre. Enfin, je devrais dire plutôt par la femme du ministre. Oh, mon enfant, ma ruine, c'est la tienne. Je me demande parfois d'ailleurs, à certains symptômes, si ce n'est pas toi aussi que l'on veut atteindre. Quels symptômes? Tiens, je viens de recevoir une lettre anonyme, sur papier du ministère, qui m'avertit que des poursuites judiciaires vont être déclenchées contre toi. Mais je n'ai rien à craindre. Si Marescal a juré de te perdre... Mais alors laissez-moi partir. Voyons, Aurélie, dis-moi la vérité. Avant ton retour ici, que s'est-il passé, hein? Je suis sûr que des événements très graves se sont produits. Dans ton délire, tu parlais comme quelqu'un qui a vu du sang et des cadavres. Et ça n'est pas vrai. Et en ce moment même, tes yeux sont effarés. On croirait que ton cauchemar recommence. Allez, viens, partons. Allons nous reposer où tu voudras, mais loin de tous. Avec vous? Non, je ne veux pas. Mais soyez tranquille. À la première occasion, je partirai. Sans doute encore avec Guillaume. Celui-là, je l'ai chassé. Alors un autre que tu attends. Tes yeux, d'ailleurs, ne cessent de le chercher. Mais qu'ils prennent garde. Cet hôtel est étroitement surveillé. Par qui? Par qui? Mais par Marescal et ses policiers. Si tu l'avais vu ce matin quand il a quitté son bureau, à 11h, il avait une expression de contentement et de haine féroce. C'est ça qui m'a troublé. On ne peut avoir une telle haine dans sa vie que contre une seule personne. Et c'est moi qu'il hait. Enfin, je devrais dire nous deux. En attendant, c'est lui qui a procédé à l'arrestation d'en face. Quelle arrestation? Un certain Raoul de Limézy. À 1h, j'ai eu des nouvelles au ministère. Ce serait l'assassin du Rapide. Le 3e complice qu'on cherchait. Il est au dépôt. Alors nous sommes perdus. Tu connais cet homme? Oui. Il m'a sauvé de Marescal. Il m'a sauvé de Guillaume et de ce Jodot que vous recevez ici. Il nous aurait sauvés encore aujourd'hui. C'est lui que tu attendais. Oh, mais il viendra, j'en suis sûre. Oh, ma pauvre petite, mais on ne s'évade pas du dépôt. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Allons, reste calme. François est allé ouvrir. Lui! C'est peut-être lui! Entrez. C'est Monsieur Marescal. Que voulez-vous, monsieur? Je vous avais défendu de remettre les pieds dans cette maison. Navré ordre du ministre. Laissez-nous, François.
Il s'agit d'un ordre du ministre qui me concerne? Oui. Vous et mademoiselle. Vous trois, vous gardez la porte, revolver au poing. Si je donne un coup de sifflet, l'un de vous entre tout de suite dans ce bureau. Moi? Ah, n'importe, oui, vous, Sauvinou, si vous voulez. Et maintenant, causons. Que signifie? Vous allez le savoir tout de suite. Vous vous rappelez certainement, Bréjac, la date du 26 avril. C'est le jour de notre rencontre sur le trottoir devant le thé de la rue Aubert. C'est également le jour où votre ravissante belle-fille a fichu le camp de chez vous. C'est aussi le jour où 3 personnes ont été assassinées dans le rapide Paris-Vintimille. Mais quoi? Mais quel rapport y a-t-il? Attendez. J'étais dans ce train. Je filais une voleuse internationale, Miss Beckfield. Mais dans ce train, il y avait aussi Guillaume Ancivelle, coulissier, cambrioleur, assidu de cette maison et qui partait furtivement avec sa petite amie. Une petite amie que vous connaissez fort bien. N'est-ce pas, Aurélie? Voyons. Après la roche, le jeune homme et la jeune fille sortent de l'ombre et passent de la voiture 4 à la voiture 5. Ils sont camouflés. Longue blouse grise, casquette et masque. Tout de suite, à l'arrière de la voiture 5, le baron de Limézy les attend. À eux 3, ils assassinent et dévalisent Miss Beckfield. Puis le baron se fait attacher par ses complices qui courent à l'avant, tue et dévalise les frères Loupeau. J'interviens. Les 2 fuyards sont cernés, l'un d'eux s'échappe, l'autre est arrêté et enfermé dans les messageries de la gare. Là, je découvre que c'est une femme. Une femme que vous connaissiez bien. N'est-ce pas, Aurélie? C'est pas vrai, c'est pas possible! Limézy fait évader la prisonnière qui rejoint Guillaume Ancivelle. Je retrouve leurs traces à Monte-Carlo. Puis je découvre la retraite de la fuyarde, le couvent Sainte-Marie où elle a fait ses études. Et là, je la surprends dans les bras d'un autre amoureux. Ce n'est pas Guillaume cette fois, mais le baron de Limézy, c'est-à-dire le 3e assassin. Tout ça est inventé! N'est-ce pas, maréchal? Si peu que dans 2 minutes, mademoiselle aura les menottes au poignet. Oh, mais vous n'allez pas livrer cet enfant? Il y a 6 mois, Bréjac, j'ai été chassé de cette maison comme un valet. Épouser un maréchal, quelle honte, n'est-ce pas? Là-bas, à Sainte-Marie, j'ai offert la paix à votre belle-fille. À quel prix? Ce jour-là encore, Aurélie, vous m'avez repoussé. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je ne crains plus rien de vous. Si je comprends bien, celui qui vous a sauvé par 3 fois de mes griffes, vous espérez qu'il va venir vous sauver une 4e fois? Oui. Vous permettez que je téléphone. Allô? Allô, mademoiselle, donnez-moi la préfecture de police, je vous prie. Chère Aurélie, veuillez prendre cet écouteur, vous entendrez vous-même ce qui va m'être répondu au bout du fil. Allô? Allô, la préfecture de police? L'inspecteur Philippe, de la part du commissaire Mariscal. Merci. Allô? Allô, c'est vous, Philippe? Ici Mariscal. Je vous écoute. Il y a près de moi une personne à qui je voudrais donner une certitude. Parlez sans réserve. Où étiez-vous à midi? À midi, j'étais au dépôt. J'ai reçu l'individu que Mansart et Tony ont amené. Où l'avions-nous cueilli? Dans l'appartement qu'il habite en face de l'hôtel Bréjac. Et on l'a écroué? Devant moi. Son nom? Baron de Limézy. Et inculpé de quoi? D'être le chef des bandits dans l'affaire du Rapide. Bien. L'avez-vous revu personnellement depuis son arrivée? À l'instant même, il est à côté, au service anthropométrique. Bien, merci Philippe. Au revoir. Voilà où il en est, le sauveur. Coffret! Bouclé! Il viendra. Il a toute la police sur le dos et elle l'attend quand même. Parbleu, les murs de la prison vont s'abattre. Les gardiens vont lui avancer une auto. Tiens, le voilà, il va entrer par la cheminée, par le plafond. Non? Ah, je me trompe. Personne. Oh, pauvre Aurélie, plus d'espoir. Tout est décidément fichu. Et dans 1 heure, c'est ton tour, ma petite. Saint-Lazare, les cheveux coupés, la cour d'assises, salaud! Je te tremblerai, bandit! J'aurai ta peau! Ah oui! Tes policiers, ce sont les miens. Je suis ton supérieur. Ils ne me toucheront pas. Oh les mains! Hein? Ah, merci, Sauvinou. Ah, merci. Monsieur voulait m'étrangler, simplement? Allez, suivez-moi. Non, laissez-le. Nous avons quelques petites choses à régler d'abord. Allez, Bréjac, ta démission. Et tout de suite. Le ministre l'exige. Je l'ai dans ma poche, voilà. Tu n'as qu'à signer.
Ta démission et les aveux d'Aurélie, tout ça est rédigé d'avance. Allons, chère mademoiselle, votre signature à vous aussi. J'avoue avoir participé au crime du rapide Paris Vintimille le 26 avril dernier. J'ai tiré sur les frères Loubeau, etc., etc. Tout est résumé là-dessus. Il n'y a plus qu'à signer. Et voici une plume. Où faut-il? Là, au bas de cette page. À merveille. Merci, petite. Je ne croyais pas que ça irait si vite. À toi, Bréjac. Non. Tu refuses? Tu crois donc que le scandale ne va pas réussir à te déboulonner et que demain, quand on lira dans les journaux l'arrestation de la petite, tu ne seras pas obligé de ficher le camp? Signez. Quoi? Toi aussi, tu veux que je signe? Faites ce que je vous dis. Voici la plume. Quelle résignation, mon vieux Bréjac. Eh bien, vois-tu, rien que cette résignation-là, c'est un aveu. Tu as peur, hein? Je supporterai le poids de ce qu'a fait cette malheureuse dans un moment de folie. Et aussi le poids de ce que tu as fait, toi, Bréjac. Moi? Parce que toi aussi, tu es un assassin, Bréjac. L'aurais-tu oublié? Quoi? Que signifie cette expédition au bord de la Seine un certain dimanche matin? Dois-je te rappeler que cette villa était celle des frères Loubeau, que ta belle-fille a tué, et que tu suivais un nommé Jodot pour lui arracher certaines bouteilles qui contenaient un petit rouleau de papier sans doute très compromettant pour toi? Eh bien, cette bouteille, la voici. Oh. Je la sors de ce carton. Je l'ai reprise chez Limésie. Brisons la cire. Voilà. Un tire-bouchon maintenant. Là. Et voici le petit papier. Et nous allons le lire ensemble, si tu veux bien. Marescal est une gourde. Quoi? Mais que signifie cette plaisanterie stupide? Fanny, Mansart! Patron? Rien d'anormal? Personne n'est entré dans la maison? Non, patron, pourquoi? Rien. J'aurai le fin mot de cette insolence. Sauvez-nous! Sauvez-nous. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Mais je vous défends de rire! Et d'abord, rentrez cette cigarette. Je ne permettrai pas qu'en ma présence... T'as du feu, Rodolphe? Quoi? Je rêve. Baron de Limésie, pour vous servir, cher patron. Ah, non, en ce moment, je ne suis pas au service anthropométrique de la préfecture, puisque je suis ici. Pas un geste où je tire. Là. Là. Voilà, bien sage. Hein? Non, oui, évidemment, depuis 15 jours, j'ai laissé pousser ma barbe. Alors, tu m'as pas reconnu. Et tu te demandes comment j'ai pu prendre la place de Sauvinou. Car tu crois à Sauvinou. Oh. Dire que ce pauvre type a cru à Sauvinou et que ça a un grade de grosses légumes dans le monde policier. Mais mon bon Rodolphe, mais Sauvinou n'a jamais existé. Sauvinou, c'est un mythe, un personnage irréel dont on a vanté les qualités à ton ministre qui t'a dit « Prenez-le, vous me ferez plaisir ». C'est ainsi que depuis 3 jours, je suis devenu ton collaborateur, que je t'ai indiqué l'adresse du baron de Limésie, que je me suis fait arrêter par moi-même et que j'ai découvert, là où je l'avais caché, la mirifique bouteille dans laquelle je proclamais cette fondamentale vérité « Marescal est une gourde ». Schnappant, va! Ah, évidemment, ça t'embête que je sois ici et pas dans un cachot. Et tu te demandes comment j'ai pu à la fois aller en prison comme Limésie et t'accompagner comme Sauvinou. Détective à la mangue. Mais c'est tout simple. Je me suis fait remplacer par un quidam grassement payé qui me ressemble comme un cousin germain et qu'il va bien falloir libérer, quitte à te couvrir de ridicule. Oh, les mains, j'ai dit! Croise-les sur ta tête pendant que je te fouille. Ton revolver. Bien. Ton petit sifflet à roulette, là. Parfait. Bon, alors maintenant, assieds-toi et causons. Hein? Qu'est-ce que tu veux encore? Te convaincre de l'innocence d'Aurélie. Elle n'a pas tué, peut-être. Non. Et toi non plus. Moi non plus. Et alors qui a tué? D'autres que nous. Mensonge. Vérité. Et pour que tu la comprennes, cette vérité, il faut que tu saches d'abord ce qui s'est passé il y a 18 ans. Il y a 18 ans? Oui. Il y a 18 ans, à Cherbourg, il y avait 4 copains. Un nommé Bréjac, un nommé Jacques Ancivel et un autre appelé Loubeau et un certain Jodot. Les 3 derniers ayant mal tourné, Bréjac ne les revit plus. Il vint habiter Paris et épousa une veuve, mère d'une petite fille, appelée Aurélie d'Asteux. Or, le père de sa femme, Étienne d'Asteux, était un vieil original de province, inventeur,
toujours aux aguets de ce qui pouvait lui rapporter la fortune. Et voilà que peu après le remariage de sa fille, il semble l'avoir découvert. Il l'écrit à la nouvelle Madame Bréjac en la priant de n'en pas parler à son mari, et il la fait venir, avec la petite Aurélie quasi clandestinement, pour lui montrer son trésor. Un jour, Bréjac trouve la lettre, et il veut faire parler sa femme. Elle refuse, ayant promis le secret à son père. Exaspération de Bréjac. Là-dessus, sa femme meurt d'une pleurésie, et quelques mois plus tard, le grand-père tombe gravement malade. Bréjac s'affole. Que deviendra le secret si le vieux ne parle pas? Que deviendra le trésor s'il le lègue à sa petite-fille Aurélie, comme cadeau de majorité, ainsi qu'il l'a écrit dans une lettre? Alors, quoi? Bréjac n'aurait rien? Il faut savoir à tout prix, par n'importe quel moyen. Et ce moyen, le hasard le lui apporte. Devenu fonctionnaire à la police, il met un jour la main sur un trio qu'il connaît bien, ses anciens camarades de Cherbourg, Jodot, Loubeau et Ancivel. Alors la tentation est trop forte. Il y succombe et il leur parle de l'affaire. Liberté immédiate pour les trois schnappants, à condition qu'ils aillent immédiatement là où se trouve le vieillard et lui arrachent son secret de gré ou de force. Assailli en pleine nuit, sommé de répondre, brutalisé, le pauvre homme ne résiste pas à un tel interrogatoire. Il meurt sans avoir prononcé un mot. Bréjac a sur la conscience un crime dont il n'a tiré aucun bénéfice. Mais les trois bandits reviennent, et ils obligent Bréjac, Dieu sait par quel moyen, à reconnaître par écrit son entière responsabilité du crime. Ce papier, ils l'enferment dans une bouteille qu'ils ont trouvée sous le traversin de leur victime et qu'ils conservent à tout hasard. Et dès lors, ils tiennent Bréjac et peuvent le faire chanter quand ils voudront. Oui, mais ce sont des gaillards intelligents qui ne tiennent pas à s'épuiser en menu chantage. Alors ils préfèrent laisser Bréjac gagner ses grades dans l'administration et réussir d'abord à faire parler la petite Aurélie. Quand elle sortira du couvent où son beau-père l'a enfermée, on verra. Et le jour même du retour de la jeune fille, Bréjac reçoit de Loubeau et Jodot, dont il n'avait plus jamais entendu parler, Ancivel est mort, l'ordre d'arracher à sa belle-fille tous les renseignements concernant le trésor. Sinon, le petit papier contenu dans la bouteille sera divulgué avec, pour conséquence, la prison et sa carrière brisée. C'est alors pour Aurélie un martyre de chaque minute. À bout de force, elle s'enfuit avec Guillaume Ancivel qui lui fait la cour. Il sait que la jeune fille a toute l'attitude pour confier son secret à celui qu'elle aimera. Le 26 avril, Aurélie prend le train pour la Côte d'Azur, où Guillaume est appelé pour ses affaires. Et quelles affaires? Le cambriolage d'une villa. Il travaille avec Miss Beckfield. Enfin, nous avons Jodot et les deux frères Loubeau. Ces trois-là ont agi si adroitement que Guillaume ignore qu'ils ont réapparu et qu'on est en compétition avec lui. Les trois bandits ont suivi toutes ces manœuvres, ils savent tout ce qui se fait ou ce qui se projette dans la maison, et ils sont là le 26 avril dans le train. Leur plan est d'enlever Aurélie et de l'obliger par n'importe quel moyen à parler. C'est clair, n'est-ce pas? De plus en plus clair. Dans la voiture numéro 5, en queue, il y a Miss Beckfield et le baron de Limésie, autrement dit, moi. En tête de la même voiture, Aurélie et Guillaume Ancivel. Non, mais j'insiste là-dessus. À l'autre bout de la voiture où j'étais avec l'Anglaise, dans le compartiment de tête, il y avait Aurélie et Guillaume, et non pas les frères Loubeau. Eux, ils étaient avec Jodot, dans la voiture 4, dans ta voiture à toi, Marescal, bien dissimulés dans leur compartiment éteint. Et voici le drame, plutôt les drames. Après La Roche, Jodot et les deux frères Loubeau sortent de leur compartiment. Ils sont masqués, vêtus de blouses grises et coiffés de casquettes. Ils entrent dans la voiture 5 et tout de suite, ils nous aperçoivent, l'Anglaise et moi. Alors ils nous prennent pour Guillaume et Aurélie, car l'Anglaise est aussi blonde qu'elle. Je suis assommé et ligoté. Miss Beckfield se défend. Jodot l'étrangle et s'aperçoit trop tard de sa méprise. Les trois complices suivent le couloir et dans le compartiment du bout, ils trouvent effectivement ceux qu'ils cherchent, Aurélie et Guillaume. Guillaume n'hésite pas, il sort son revolver, les deux frères tombent morts et Jodot s'enfuit. Et mon erreur a été donc de croire que les morts étaient les victimes et les fugitifs les criminels. Eh oui, l'inverse peut se produire, la preuve. Bien qu'en état de légitime défense, Guillaume n'admet pas une seconde que la police mette le nez dans ses affaires. Il démontre à Aurélie le scandale qu'elle risque, scandale qui ne peut manquer de faire un tort considérable à Bréjac. Affolée, elle se laisse mettre la blouse, la casquette et le masque d'un des cadavres. Ils prennent leur valise et se sauvent. Ils se heurtent au contrôleur et réussissent enfin à sauter du train. Le reste, tu le connais aussi bien que moi. Mais pourquoi pleurez-vous, Aurélie? J'ai démontré votre innocence et Marescal en est convaincu. N'est-ce pas, Rodolphe? Si elle n'a pas tué, alors pourquoi a-t-elle fui? Et pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité? Excellente objection, et je vais y répondre. L'explication est d'ailleurs de la plus grande simplicité. Pardonnez-moi, Aurélie, quand vous étiez malade, je venais vous voir clandestinement, puis vous vous endormiez. Alors, j'examinais vos papiers, votre correspondance, à la recherche de tout ce qui pouvait me permettre de prouver votre innocence.
et j'ai trouvé les dernières volontés que votre mère mourante avait rédigées à votre intention. Entre autres, elle écrivait ceci. « Quelle que soit la conduite de ton beau-père, ne l'accuse jamais. Défends-le et évite à n'importe quel prix de lui faire du mal. J'ai porté son nom. Vous avez fui. Vous vous êtes caché pour éviter, n'est-ce pas, que ne l'éclabousse le scandale qui se serait attaché à vous. C'est vrai. Mais le crime de Bréjac, elle l'ignorait. Non. Car avant de fuir, Jodot a déclaré à Aurélie, si tu dis un mot de ce que tu as vu, si je suis arrêté, moi, je raconte le crime d'autrefois parce que tu l'ignores peut-être, c'est Bréjac qui a tué ton grand-père. Mais comment sais-tu tout ça, toi? Guillaume a rapporté ces paroles à sa mère, et sa mère me les a répétées. Allons donc. Tiens, voici sa déclaration écrite. Elle m'a coûté assez cher. Fais voir. Tiens. Oh les mains! Quand une main tient un revolver, on ne se sert pas de cette main-là pour tendre un papier, triple idiot. Oh les mains, j'ai dit! Ah, Marescal est une gourde. Pas si gourde que ça, tu vois. Rodolphe, as-tu du feu? Eh bien, moi, je vais t'en donner du feu. De quoi fumer toute ta vie au bagne. Si tu crois que je ne sais pas qui tu es, regarde-le, Aurélie, ton bel amoureux. Si tu veux savoir ce que c'est, pense un peu au roi des escrocs, au plus gentleman des cambrioleurs, et dis-toi bien que le pseudo-baron de Limésine n'est autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin? Foutu! Tu es foutu, mon pauvre Lupin. Je n'ai plus qu'à appeler mes 2 inspecteurs qui attendent dans le couloir. D'accord, Rodolphe, d'accord. Mais avant, offre-moi à goûter. Oui, pain sec, biscuit de chien et eau fraîche. Non. Meringue chantilly, baba au rhum et vin d'Alicante. Qu'est-ce que tu dis? Une dame. Tout ça est prêt pour 5 heures dans ta garçonnière de la rue du Plan, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas là que tu retrouves chaque après-midi la femme de ton ministre? Tais-toi, sacrebleu. Oh, moi, tu sais, ma situation ne dépend pas des femmes. J'aime mieux te dire que si je raconte tes amours au tribunal que tu me destines, les journaux vont se régaler. Tu n'as pas de preuves. Mais ce que tu ignores, mon gros, c'est que je suis allé plusieurs fois faire un tour dans ta garçonnière. Et pas plus tard qu'à 1h30 cet après-midi. Et j'y ai pris... Pardonne-moi, mais dans la vie, il faut se défendre. J'y ai volé, puis dissimulé dans une cachette connue de moi seul un certain coffret où tu rangeais si joliment noué avec des faveurs, d'ailleurs. Oui, 2 douzaines de lettres écrites par des femmes du monde, et particulièrement l'épouse de l'actuel ministre de l'Intérieur, dont la passion pour le beau Marescal s'exprime en des termes. Mesdames. Combien? Quel prix veux-tu de ces lettres? Non, d'abord, rends-moi le papier qu'Aurélie a signé tout à l'heure. Elle est innocente, je te l'ai prouvé. Tu n'as donc plus rien à en faire. Voilà. Très bien. Maintenant, rends-moi mon revolver. Mais tu ne peux rien en faire, il n'est pas chargé. Ah, tu m'as bien eu. Voilà. Merci. Tu marches à tous les coups, hein, idiot. Non mais regarde le chargeur. Il y avait 5 balles dedans. Ah. Bandit! Ah, maintenant, rends-moi les lettres! Non. Mais rassure-toi, je ne m'en servirai jamais si tu mets bas les armes contre Aurélie, contre Bréjac et contre moi. Non, si tu marches pas droit, j'en publie quelques-unes. Nettement et crûment. Tant pis pour toi et pour tes belles amies. Mais si par contre nous n'entendons plus jamais parler de toi, alors là, le tombeau. Parole d'Arsène Lupin. Tu dois savoir que j'ai plus d'honneur que bien des honnêtes gens. Et vous n'avez jamais plus entendu parler de lui? Jamais, non. Et Bréjac? Il s'est suicidé. Et Aurélie? Oh, elle était dans un état pitoyable. Ma vieille nourrice l'a emmenée se reposer dans la montagne aux environs de Clermont-Ferrand. Pourquoi en Auvergne? Attendez. Un jour, je suis venu la chercher en auto. Nous avons roulé longtemps et nous sommes parvenus à une région sauvage devant laquelle nous sommes descendus. Elle était pavée d'énormes plaques de lave. Oui, c'était une ancienne chaussée romaine qui passait par un village presque abandonné dont Aurélie lut le nom sur un poteau, Juvens. Juvens. Et après un petit bois, soudain, un haut mur se dressa devant nous. Il s'étendait à perte de vue à droite et à gauche, escaladant la montagne. Je sortis une clé de ma poche et j'ouvris une petite porte ménagée dans le mur. Un lac était là. Je fis monter Aurélie dans une barque et je pris les rames. Raoul, pourquoi m'avez-vous conduite ici? Vous semblez inquiète. Enfin, disons plutôt émue. Émue, oui. Je sens en moi des impressions que je ne saurais définir. Raoul!
Raoul, ce paysage, je le reconnais. C'est ici que tout enfant, je suis venu avec maman et grand-père. Alors je ne me suis donc pas trompé. Mais qui donc êtes-vous pour avoir réussi encore ce miracle? Mais oui, ce lac, ces rochers, la couleur et le froid de cette eau, je les reconnais. Comment avez-vous pu retrouver ce que je croyais perdu à jamais? Et j'ai longtemps cherché. Et finalement, j'ai été frappé par le nom du village, Juvence, qui offre une si grande analogie avec le mot jouvence, inscrit sur la bouteille que les bandits ont trouvé sous l'oreiller de votre grand-père mourant. Alors je suis venu et j'ai fait la connaissance du propriétaire de cet immense domaine, un vieillard qui vit ici comme un ermite. Et à tout hasard, je lui ai parlé de vous. Il s'est mis à pleurer de joie. Comment s'appelle-t-il? Le marquis de Talancet. Talancet? Ah oui, je crois me souvenir, en effet. Mais c'était l'ami le plus intime de votre grand-père. Il n'a aucune famille et dès votre plus jeune âge, il vous a fait l'héritière de sa fortune. Une fortune incalculable et pour le moins inattendue. C'est-à-dire? Vous verrez cela demain matin. Et mon bienfaiteur? Il est mort dimanche dernier à la tombée de la nuit. Oh. Ne pas vous avoir vu avant de mourir fut son dernier chagrin. Il m'a donné cette clé pour que vous puissiez entrer dans ce domaine qui est désormais le vôtre. Mon Dieu. Et je ramai jusqu'au bout du lac. Après avoir débarqué, je fis entrer Aurélie dans une petite grotte et, soulevant de lourdes pierres, je mis à jour un système de chaînes et de contrepoids qui datait des Romains. Le marquis en avait découvert le secret et, avant de mourir, il m'avait remis le mémoire qu'il avait rédigé pour en expliquer le mécanisme à ceux qui viendraient après lui. Je fis jouer les contrepoids sous l'œil intrigué d'Aurélie. Dans quel but faites-vous cela? Et ce lac qui s'écoule vers la vallée est alimenté par un lac supérieur. Tout ceci n'est autre qu'un système de vannes qui va couper l'arrivée d'eau. Et le lac que nous venons de traverser va se vider et demain matin, nous découvrirons ensemble ce qu'il y a au fond. Et qu'y avait-il? Eh bien, dans l'arène profonde d'où l'eau s'était retirée s'étendaient les ruines de monuments et de temples encore debout, mais aux colonnes tronquées et aux marches disjointes. Un forum. Et de tout là-bas s'avançait la voie romaine, bordée de statues brisées, tout cela humide et luisant dans le soleil, revêtu par place d'un manteau de vases vertes ou alourdi de stalactites. Nous descendîmes, et je ne tardai pas à découvrir les énormes tuyaux de plomb que m'avait indiqué le marquis. À l'extrémité de l'un d'eux, un robinet avait été soudé récemment. Je tournai. Un flot jaillit, tiède, avec un peu de buée. L'eau de jouvence. Cette eau, le marquis l'avait fait analyser. Elle contenait de tels principes radioactifs que les riches Romains des IIIe et IVe siècles venaient se retremper à cette véritable source de jeunesse. J'espère que l'héritière s'est empressée d'exploiter cette source miraculeuse, quand on voit les bilans des sociétés thermales. Et les trésors d'archéologie, et le tourisme. Vous avez compris le parti extraordinaire qu'on pouvait tirer d'une telle découverte? Alors? Alors Aurélie renonçait à tout. Trop de sang demeurait attaché à l'histoire de cet héritage. Folie! C'était une enfant pure qui ne rêvait que de bonheur. Ce bonheur, j'espère qu'en fin de compte, vous le lui avez apporté. Oui, je crois. Elle m'avait dit, je sais bien qu'on n'épouse pas Arsène Lupin. Je vous dois tout. Faites de moi ce que vous voudrez. Quand vous déciderez de me quitter, je comprendrai. Quelle sagesse! Mais cette immense fortune, qu'est-elle devenue? Je lui ai tout racheté et j'ai ouvert les vannes. Comment? Vous ne me voyez tout de même pas gardien de musée et marchand d'eau minérale. Non, j'ai simplement voulu que le lac de Juvence et la fontaine de Jouvence comptent au nombre de ces trésors fabuleux que la France héritera un jour d'Arsène Lupin. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, La Demoiselle aux yeux verts, 3e et dernier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistante Claude Jean Mayer, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux.
Marescal Yves Vincent. Et Bréjac, Fernand Fabre. Jodot, Jean-Jacques Stine. Avec Jean-Louis Calvet et Pierre Gallon. Avec Anna Gaylord dans le rôle d'Aurélie. Le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Prince.